Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 52e épisode du Temps d'arrêt. Nous sommes maintenant rendus au mois de mars et c'est à quelques jours du début de la saison de Formule 1 que nous nous trouvons. Et vous reconnaissez mon collaborateur Formule 1, Guillaume Courchain. Guillaume, ça va bien? Oui, salut, bravo, déjà rendu 52e épisode, tout un travail. Effectivement, merci beaucoup. C'est avec beaucoup, beaucoup de joie qu'on se fait un troisième podcast sur les couvertures de la Formule 1. Comme mentionné en début d'épisode, on est à quelques jours du Grand Prix de Bahreïn, qui est le premier Grand Prix de la saison. Dans les dernières semaines, les écuries ont dévoilé leur voiture. Avant d'y aller vraiment sur le gros du sujet, parlons un petit peu de ces dévoilements. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les monoplaces pour 2023, esthétiquement, sont Sont belles. superbes. Ouais, ouais, vas-y donc là-dessus. Ah oui, ils ont fait plusieurs améliorations. Des compagnies comme Alfa Romeo ont peinturé l'intérieur des roues, sont allés vraiment d'un design qui est moins conservateur que par le passé, Ouais. où est-ce qu'une seule couleur pouvait être sur la bonne place. Donc, à date, de très belles voitures au niveau esthétique. Ils ont réussi à prendre les changements de l'an passé puis de les rendre encore plus beaux. Vraiment, on s'est vraiment rendu compte du côté des écuries de la Formule 1 que c'était un aspect extrêmement important, puis c'était prépondérant dans une saison. Lorsqu'on regarde une course de Formule 1, on remarque les voitures. C'est important qu'elles soient attirantes à l'œil. Alors, bravo aux écuries de s'être adaptées. Cette année, il y aura un record de 23 grands prix et quelques nouveautés, quelques retours. Notamment pour la première fois un Grand Prix à Las Vegas, hein. On est maintenant rendu à 3 Grands Prix aux États-Unis, donc on met l'accent sur le marché américain. On aura encore une fois notre Grand Prix à Montréal le 18 juin. Avant de parler de cette saison 2023, faisons un retour sur la saison 2022 qui a été la saison des changements, hein. Comme on en a parlé Oui. lors de notre podcast il y a un an, il y avait énormément de changements côté règlement. Ça a mis le ton, hein. Dès le début dans la saison, on a vu qu'il y a eu un changement de garde qui s'est instauré, puis ça a vraiment été ça pour toute l'année avec une domination écrasante des Red Bull qui ont terminé quand même avec 759 points dans le championnat des constructeurs. À titre comparatif, Ferrari était deuxième avec 554, donc ça a été vraiment une domination complète des Red Bull, là. Ben oui, puis Verstappen avait continué. Il a établi une saison record de 15 victoires. Ça s'était jamais fait par le passé. Ouais. Ça montre à quel point lui et son écurie dominaient à outrance. On avait vu, comme tu l'as brièvement mentionné, on avait vu il y a 2 ans une montée progressive pour les Red Bull, mais l'année passée, c'était clairement un changement d'hégémonie là, au niveau de la Formule 1, que les Mercedes étaient relégués en milieu de peloton et le Red Bull prenait la tête avec on a vraiment vu qu'ils ont été capables de prendre les nouvelles normes et les nouveaux changements, puis de performer grâce à ces changements-là. Et il y en avait plusieurs. Puis une des écuries qui a eu beaucoup de difficultés à s'adapter, ben, c'est Mercedes, qui avait été champion pendant plusieurs années consécutives. Lors de la saison 2021, on avait eu une saison au comble, au complet, le plus excitant possible, hein. Ça a été Ouais. vraiment ça s'était terminé jusqu'à la dernière course. Mais là, ce sont des ajustements qui ont été difficiles, hein, pour les Mercedes, qui ont terminé quand même troisième dans les constructeurs avec 515 points. Ça s'est mieux passé dans le dernier tiers de la saison. Toutefois, en début d'année, on était beaucoup, beaucoup trop lourd. On avait de la difficulté avec le phénomène de marsouinage. Donc, ça a été une adaptation difficile du côté de Mercedes. Alpine qui a quand même terminé quatrième. On voit une Ouais. progression de leur côté, 173 points. McLaren cinquième avec 159. C'est Eux une aussi, ça a été déception. difficile, ouais, justement, McLaren. C'en est une autre équipe qui a eu de la difficulté à s'adapter à ces changements. Tu as parlé de Max Verstappen qui a dominé outrageusement le championnat des pilotes avec 454 points, saison record de 15 victoires. Euh, Toutefois, les Ferrari qui ont à un certain moment, on pensait que Charles Leclerc aurait pu avoir une chance de chauffer Max Verstappen. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais c'est somme toute une belle saison de son côté, là. Oui, il y a eu ça a été une saison de montagne russe, là. Il y a eu des hauts, des bas, des erreurs de pilotage
des erreurs de voiture, de fiabilité, autant sinon des bonnes performances des Ferrari. On a même vu Carlos Sainz terminer une série de 150 Ouais, victoires sans Grand Prix, sans victoire, 150 Grand Prix sans sans victoire, victoire. ouais. Ça, c'était la plus longue série de l'histoire. Il a gagné à Silverstone. Il était extatique, là, il était tellement content. Ouais. Mais oui, donc Ferrari, on voit qu'il avait encore des croûtes à manger, mais il n'était pas largué complètement, là. Et du côté de Leclerc, c'est 308 points, 3 victoires. Mais ce qui est à noter, c'est qu'il a eu plus de positions de pole en qualification, donc plus de première place en qualification que Verstappen, 9 par rapport à 7. Donc, ça a été des bris mécaniques, ça a été énormément d'erreurs de stratégie aussi du côté de Ferrari. Et ça a fait en sorte que euh, on a été largué du côté de Ferrari. Sergio Perez, une très, très bonne saison, hein, belle adaptation depuis son arrivée avec Red Bull, qui termine en troisième position avec 305 points. Belle première saison de George Russell avec Mercedes, quatrième position avec 275 points. Tu as parlé de Carlos Sainz qui a terminé en cinquième position avec 246 points. Et le prochain sur lequel on doit porter notre attention, ben, c'est Lewis Hamilton qui ça a fait changement, pas nécessairement pour le mieux pour les partisans d'Hamilton. Il a terminé en sixième position, 240 points. Qu'est-ce qui, selon toi, explique mis à part les difficultés de la voiture, ces non-succès d'Hamilton? Je vais le dire dans les mots de Fernando Alonso. Hamilton a été habitué à partir premier, finir premier de pendant 8 ans. Et là, il y avait un petit peu de challenge. Des fois, il se retrouvait en milieu de peloton. Il devait dealer avec autres que des retardataires, mais des gens qui étaient sur le même tour de lui. Ça peut faire une différence. Si tu es habitué de tout le temps regarder derrière toi puis de personne d'avoir personne en avant, ça peut faire une différence. Il y a peut-être aussi, peut-être il était encore amer de la façon que ça s'est terminé il y a 2 ans, qu'il n'a Ouais. peut-être pas été aussi sérieux dans son approche. Et peut-être, en tout cas, c'est des hypothèses, mais je dirais le fait qu'il y a eu de l'adversité pour la première fois depuis une décennie presque, Ouais. ça a fait en sorte il y a eu à faire des travaux d'introspection en termes d'être humain, mais en termes de pilote aussi, là, savoir où il se situait là-dedans, là. Du côté des constructeurs et du pilote en question, ça a été une autre année difficile pour Aston Martin. On doit parler un petit peu quand même du travail de Lance Stroll qui a terminé en 15e position du classement des pilotes avec seulement 18 points. Une autre saison difficile. Il était très souvent derrière son coéquipier Sébastien Vettel. Et pour Aston Martin aussi, ça a été une adaptation, hein, une nouvelle écurie. Là, cette année, on va changer de directeur de course. Mais selon toi, est-ce que c'était décevant de voir Stroll aussi loin compte tenu des difficultés de la voiture? On dirait que Stroll a de la difficulté à s'adapter. Ouais, On va le dire haut et fort, qu'est-ce que plusieurs pensent tout bas. Est-ce qu'il serait encore là si son père n'était pas le responsable de l'écurie? On ne le sait pas. Ça, c'est pas à nous de décider. Est-ce que c'est un vrai pilote qui peut prendre son équipe et l'amener plus loin? Je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que Lawrence Stroll, son père et le président de l'équipe, amènent souvent des vétérans ouais. aguerris pour être avec lui. Là, on va en parler plus loin, mais Vettel est quitté, il s'est fait remplacer par un autre ancien champion du monde. Ça veut peut-être dire qu'il sait que Lance n'est pas rendu à ce Le- niveau-là, même après plusieurs saisons en F1. Donc j'ai comme de la difficulté, puis on le sait que Lance en qualif, qu'il pleuve ou il y a de la misère. ouais, Donc exactement. je dirais que c'est peut-être un bon deuxième, mais il ne pourra jamais prendre l'écurie puis de l'amener à un autre niveau. En tout cas, il n'y a rien démontré qui pouvait l'amener vers là. Bien d'accord, parce qu'on l'a vu à maintes reprises en 2022 et dans les années précédentes. Lance a quand même un bon instinct en course. Ça lui a rapporté alors que son écurie était un petit peu plus compétitive.
Par contre, en qualification, c'est continuel. Il est constamment derrière son coéquipier. Et à un moment où la voiture est la même, où les ajustements ne sont pas identiques, mais la voiture en tant que telle est la même. Et c'est souvent en qualification qu'on voit lequel des pilotes est le plus aguerri. Ben, Lance est constamment en deuxième position. Donc, on ne peut plus parler seulement d'un jeune pilote qui arrive, qui commence à faire ses classes. Là, ça fait plusieurs saisons qu'il est en F1. On veut voir une progression de son côté. Parlons, tu as abordé justement ce changement des pilotes, ben parlons-en. Faisant un tour complet, ça n'avait pas été aussi fou que lors de l'année précédente, mais il y a quand même eu plusieurs changements notables. Du point de vue de Red Bull, aucun changement. Ferrari, ce sont les mêmes pilotes. Toutefois, on a changé le directeur technique, donc ce ne sera plus Mattia Binotto. Il a été remplacé par Fred Vasseur. Binotto, on l'a senti en perte de contrôle un petit peu l'année passée, là. Est-ce que tu penses que justement le fait qu'il a échappé de nombreux points a fait en sorte que c'était terminé pour lui, là? Il a fait des erreurs impardonnables, des stratégies de mauvais pneus, de mauvais arrêts, des erreurs qu'on savait que son temps était compté, puis même lui, il le savait. Puis là, c'est intéressant de voir qu'il amène quelqu'un qui n'est pas nécessairement italien. Peut-être qu'il va amener une Exact. mentalité différente, peut-être une certaine rigueur qui n'était pas là, je sais pas. Mais ça va peut-être être intéressant de voir euh, un haut placé qui n'est pas nécessairement italien avec la Scuderia. Donc, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner comme nouvelle stratégie ou peut-être éviter des erreurs qui étaient là par le passé. Exactement. Du côté de Mercedes, c'est le statu quo au niveau des pilotes. Pour ce qui est du directeur technique Toto Wolff, il y a eu certaines rumeurs. Finalement, il a décidé de rester. Puis je pense que c'est une bonne décision. Puis c'est une collaboration qu'on aime aussi. Donc, on aimerait revoir Mercedes regagner le succès d'antan. Un Mhm. des changements les plus controversés et qui a fait le plus discuter, c'est l'embauche du pilote McLaren. Donc, après avoir terminé 11e au classement l'année passée avec 37 points, ben, McLaren a décidé, même au milieu de la saison, qu'il n'allait pas continuer avec Daniel Ricciardo. Il a été remplacé par la jeune sensation Oscar Piastri, qui, à 21 ans, a remporté le titre de Formule 2 en 2021. Mais ce qui est à noter, c'est que Piastri faisait partie de l'écurie Alpine. Parlons un petit peu de ce qui s'est passé lorsque Alpine a eu comme intention ben, de le promouvoir pour l'année 2023. Ça n'a pas plu du tout à Piastri, là. Ben, c'est ça, ils ont comme pris trop d'avance en disant, en s'avançant avec quelque chose qui n'était pas confirmé. Le principal intéressé, Piastri, a dit aux minutes, C'était pas je veux ça pas m'en aller dans cette nécessairement. direction-là, c'est pas coulé dans le béton. Puis finalement, ben, il est allé signer avec une autre écurie qui était plus proche de ce qu'il voulait faire. Et ce qui est spécial, c'est qu'ils sont, ils sont allés auprès d'un comité. Il y a eu chacun des deux côtés, Piastri et Alpine ont fait valoir leurs arguments. Et si Alpine avait eu gain de cause, ben Piastri aurait dû courser pour Pour eux. Alpine en 2023. Et les relations n'auraient clairement pas été les plus harmonieuses. Finalement, Piastri a eu gain de cause. Il avait le droit de refuser d'être promu par Alpine. Il a décidé aller avec McLaren et c'est une Mhm. bonne décision. C'est un jeune pilote extrêmement talentueux, pardon. Du côté d'Alfa Romeo, on note une progression, pas de changement au niveau des pilotes. Justement, Alpine, après s'être fait voler, si on veut, Piastri, ils sont allés chercher Pierre Gasly, hein, Mhm. tout ça, c'était pour remplacer Fernando Alonso. On va en parler un petit peu plus tard où il est rendu. Mais Pierre Gasly qui rejoint son compatriote français Esteban Ocon. Et Gasly, on l'a vu avoir beaucoup, beaucoup de succès parfois avec une voiture peu performante. Ça va être intéressant de le voir au volant d'une Alpine. Ben oui, AlphaTauri, on sait que c'était une voiture qui avait du potentiel, mais jamais pour performer à des hauts niveaux. Là, Alpine, s'ils font bien, on a vu l'année passée qu'ils étaient
pratiquement dans les meilleurs du deuxième groupe de Formule 1, là. Ouais. Donc, en espérant de voir que les deux pilotes, Gasly a montré des belles choses. Il a été capable de marquer des points importants par le passé. Euh, S'il arrive dans un bon état d'esprit, je pense qu'ils vont pouvoir faire encore mieux cette année. Tu parlais d'AlphaTauri justement pour remplacer Gasly. On s'est tourné vers le pilote Nick De Vries. Puis pour lui, c'est une belle histoire. Là. Il est rendu à 27 ans, si je ne me trompe pas, 27, Oui, 28 ans. 27. Et il a roulé sa bosse. L'année passée, il était pilote substitut. Il a démontré de belles choses. Est-ce qu'il pourra remplacer Gasly? Ça reste à voir. Se joint au pilote Yuki Tsunoda qui on sait avec lui, c'est tout ou rien. Hein. On pourrait penser que potentiellement, ça pourrait être sa dernière chance, car c'est arrivé à de nombreuses reprises qu'il sabote lui-même les propres Les occasions de son courses. Ouais. écurie avec des manœuvres qui ne devraient pas avoir lieu, Trop téméraire. qui pourraient être perçues comme dangereuses. Euh, Tsunoda, c'est un pilote qui est peu. Disons qu'il est peu. Qu'on voit peu dans le circuit, puis c'est pas nécessairement pour les bonnes choses. Là. C'est ça, il est un peu cow-boy, mais ça donne pas. Bien souvent, les résultats sont pas là. Mais pour revenir sur De Vries, puis on va enchaîner aussi avec celui qu'on a passé précédemment, Piastri. Il y a trois recrues cette année Ouais. dans le genre. On peut passer au prochain qui est le pilote Sargent, qui est un pilote américain qui va aller avec Logan Sargent, ouais. Williams. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un pilote américain en Formule 1. Les Américains sont contents, surtout que là, comme tu as mentionné au début, ils sont rendus avec trois Formule 1, Ouais. trois Grands Prix. Il va courser à la maison souvent, puis je suis content, si je peux m'exprimer ainsi, que Latifi ne soit plus dans l'équipe chez Williams parce que Ça a été difficile Latifi, pour lui. clairement, on le voyait que c'était le pilote le plus faible. Il a Ouais. coûté le championnat à Mont-Louis, Effectivement, en mais, 2021. Mais mais c'est de ça qu'on va se souvenir pour Nicolas Latifi. Puis il faut lui donner, il n'avait pas une voiture compétitive entre les mains, mais c'est son fait d'arme. Ce qui est d'avoir coûté un championnat record, un huitième championnat record pour Hamilton. Tu as parlé de Sargent. On sait que certaines, l'écurie Williams a vraiment été en refonte. Beaucoup d'investisseurs américains qui ont mis de l'argent dans Williams. On est déjà beaucoup actif avec les voitures Haas. Là, on a un pied dans la porte chez Williams. Justement, on embauche Logan Sargent, jeune pilote de 22 ans. C'est le premier Américain en 2015. Donc, on voit que la Formule 1 veut vraiment, vraiment mettre l'accent sur le marché américain. Là. Du côté de Haas, justement, on voit une progression. Hein, c'était difficile de faire pire qu'en 2021. On continue avec Kevin Magnussen. On ramène le vétéran Nico Hülkenberg pour remplacer Schumacher. Parle-nous un petit peu de ce qui n'a pas marché du côté de Mick Schumacher. Là. je sais pas si c'est la pression, le fait de devoir performer dû à son nom historique, Ouais, mais il y a eu il y a eu des bons côtés, mais en même temps, un peu comme Lance Stroll, il était tout le temps dans l'ombre de son coéquipier, puis pourtant il partait tu sais, Magnussen a été capable de faire quelques hauts faits durant la saison. Mick Schumacher était tout le temps dans les derniers, toujours rapide, il passait jamais Q1. C'est comme ouais, si le pilote allait pas avec la voiture, puis ils n'ont pas été capables de un aider l'autre. Fait que donc, c'était voué à l'échec. As ont peut-être pas été patients, mais en même temps, on ouais, peut se poser la question, ils ont-tu le luxe d'être patients? On sait que c'est une ouais, entreprise qui est sur le respirateur artificiel, là. Bien souvent, ils menacent comme on dit en québécois, tirer la plug. ouais, c'est ça. Donc, peut-être que, comme tu as mentionné, de ramener un vétéran, Hülkenberg, qu'on sait qu'il a déjà donné des C'est ce qu'il va résultats avec des donner. Ouais. voitures moyennes, peut-être qu'il, lui, va d'avoir un volant confirmé, ben peut-être qu'il va mieux performer que si Mick était encore là. Le dernier changement, ben, on l'a rapidement abordé, ben, c'est au niveau d'Aston Martin, le vétéran et ancien champion du monde, Fernando Alonso, qui rejoint Lance Stroll. Et du côté de Alonso, c'est un pilote qui est extrêmement doué. À plusieurs reprises l'année passée, on a cru
qu'il avait de meilleures performances que la voiture pouvait donner. Donc, il est allé chercher des points extra avec son expérience, sa témérité aussi. C'est un pilote qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Et là, il vient remplacer Sébastien Vettel à titre de vétéran, comme tu as mentionné. Et déjà, tout ne semble pas au beau fixe là, entre Alonso et Stroll. On dirait peut-être que Stroll, il veut avoir cette image de premier. Il y a eu certains commentaires de part et d'autre. Là, déjà, la situation commence un petit peu sur la glace. Là. Puis là, surtout que, on n'en a pas encore parlé, mais Lance Stroll ne disputera pas le premier Grand Prix parce qu'il s'est Ouais, blessé. Euh, donc là, ça va être un pilote remplaçant. Mais comme tu l'as mentionné, par le passé, il y a déjà eu des accrochages, des discussions assez animées publiquement entre Alonso puis Stroll. Peut-être que finalement, en bout de ligne, ça va porter fruit puis qu'il y a eu un changement de garde. Mais c'est quand même ironique que les deux coéquipiers ont déjà été affichés publiquement comme étant des adversaires ou ouais. avoir des différentes opinions sur plusieurs façons de conduire, des choses comme ça. Mais on verra. Alonso, comme tu l'as mentionné, il y a eu comme un regain de vie. Il était parti, il est revenu, puis là, il a montré qu'il y avait encore le couteau entre les dents. Il y avait encore ce qu'il fallait pour bien performer. On l'a vu souvent finir quatrième, cinquième, même Exact. d'être dans les hauts points, là. Donc, je pense que ça va donner quelque chose d'excellent. Ça va dépendre encore une fois de la voiture. C'est la Aston Martin qui font des voitures magnifiques de tous les jours, mais s'ils Ouais. sont capables de bien performer en Formule 1, on va le voir. On a un nouveau directeur technique et on espère que cette progression va continuer et que Alonso et Stroll auront enterré la hache de guerre pour faire progresser l'écurie. Mhm. Allons-y avec les principaux changements pour 2023. On sait que ça a été le point principal. Ça a été probablement les changements les plus importants peut-être de l'histoire de la Formule 1, ceux de 2022. Ouais. Ça a été entamé en 2022, on continue ça en 2023. Et l'effet le plus prépondérant auront été vraiment le phénomène de marsouinage en début de saison. Et c'était frappant, principalement en qualification. On le voyait en regardant Mhm. à la télévision, on voyait la voiture rebondir. En gros, c'est ça, le marsouinage, c'est le rebondissement de la voiture. Au cours d'année, on y est allé de modifications pour tempérer un petit peu l'importance du phénomène. Reste que certaines écuries, comme mentionné précédemment avec Mercedes, McLaren, entre autres, ont eu énormément de difficultés à s'adapter. Plus ta voiture est lourde, plus elle rebondit, plus tu perds du temps. Donc, on y est allé de certains changements. Commençons avec les rebords du plancher, la hauteur du plancher de la voiture qui a été ajustée à 15 mm. Qu'est-ce que ça va changer selon toi? On peut penser que 15 mm, c'est rien, mais quand la voiture est aussi basse, aussi légère, avec des composants en fibre de carbone qui sont tellement fins et tellement résistantes en même temps, si tu oses, si on ose un temps soit peu par rapport à avant, c'est des micro-changements, mais qui peuvent faire toute la différence. Ils ont toléré une hausse de 15 mm, ils ont dû se rendre compte que c'était assez pour diminuer grandement l'effet de marsouinage et faire juste, c'est peut-être tout ce que ça prenait pour faire en sorte que ça soit plus un facteur prépondérant durant une course. Effectivement. On a changé aussi la gorge du plan. Lorsqu'on parle du plancher, on parle vraiment du bas de la voiture, là, de ce qui est sous la monoplace. On a changé la gorge du plancher qui elle aussi, a été rehaussée. La gorge du plancher, c'est ce qui se trouve au milieu, là, au centre, en dessous de la monoplace. C'était à cet endroit que la vitesse de l'air est la plus élevée lorsqu'elle passe en dessous de la voiture. Donc, le fait de monter cette gorge-là, ça fait en sorte que justement le ralentissement est moindre. Lorsque la gorge est un petit peu trop basse, on avait importante fluctuation d'air qui faisait en sorte qu'il y avait de la variation de la pression de l'air.
Donc, il y avait des changements brutaux sur l'effet de la voiture. Donc, ça amenait souvent la voiture justement à rebondir. Tu as parlé que c'était encore à cause du poids de la voiture, le fait que ce soit un petit peu plus haut, ça va aider à justement à moins rebondir, mais l'effet aussi du contrôle de l'air, hein, on le sait qu'avec les changements d'aileron, les changements d'aérodynamisme, c'était difficile de savoir exactement la manière que la voiture allait répondre. Ben, c'est les entrées d'air qui faisaient en sorte aussi que les voitures rebondissaient. Ben, ce changement-là, justement, élever la partie centrale de la voiture, ça fait en sorte qu'il y aura moins de marsouinage pour l'année prochaine. Ça va aussi bloquer justement ces fluctuations d'air. Ça va permettre les voitures à être un petit peu plus stables sur la route. Donc, on devrait avoir un phénomène de marsouinage moins important en 2022. On n'aura plus de pilotes qui sortiront de leur voiture en se tenant le dos, plus capables de marcher parce que ça faisait trop mal. On a vraiment vu ça l'année passée, donc en Effectivement. espérant que cette hausse-là diminue le phénomène. Les voitures seront aussi un petit peu plus légères qu'en 2023. Et tout à l'heure, tu as parlé de la variation de hauteur qui est minime, hein, c'est des millimètres. Mais c'est la même chose au niveau du poids. En 2022, le poids était fixé à 798 kg. Euh, on diminue ça à 796, donc une diminution de 2 kg, ça semble très peu. Qu'est-ce que ça peut amener sur l'ensemble de la voiture, sur la globalité de cette voiture, qu'une voiture soit un petit peu plus légère, là? Mais si on compare, si on relativise, la plupart de nos voitures, nous, vont être autour de 1500, 1600, si c'est pas des fois 2000 kilos. Donc, sur une voiture qui en pèse 700, qui est la moitié du poids d'une voiture normale, ça fait une grosse différence. C'est comme si on enlevait l'équivalent de 8-10 kilos sur une voiture normale. Donc, ça peut faire toute une différence comme le fondateur le fondateur de la marque Lotus, Ouais, son mojo, c'était Light is right. Donc, c'est vraiment ça qui est pour les voitures aussi. Plus la voiture va être légère, plus elle va avoir une maniabilité qui va être rehaussée. Donc, s'ils sont capables, déjà sur une voiture qui est épurée à fond, d'être capable d'en enlever un petit peu, je pense que ça va juste être un plus au niveau de l'aérodynamisme, de la maniabilité, puis aussi, on espère que l'écoulement d'air va mieux se faire, donc moins d'impact là, à ce niveau-là. effectivement, ça risque de changer beaucoup la donne. Les rétroviseurs vont être agrandis. Euh, à quel point ça peut avoir un impact pour les pilotes? Ben, moi, de mon salon, je ne le sais pas. J'ai Ouais, jamais c'est ça. piloté une Formule 1. Je ne sais pas vraiment s'ils les utilisent, mais je me dirais que oui, parce que on voit souvent les pilotes, quand ils regardent, ils ne peuvent pas regarder leur angle mort. Donc, c'est la Ouais. seule façon qu'ils peuvent voir derrière eux. Donc, s'ils l'agrandissent, puis encore une fois, ça va avoir un impact sur l'écoulement d'air en soufflerie. Ils vont tout avoir testé la façon de modeler les rétroviseurs pour si on les fait plus grands, ben, que ça n'ait pas d'impact non plus. Donc, ça, en espérant que ça va permettre maintenant une meilleure visibilité pour les pilotes. Euh, on l'a vu l'année passée, dans certaines courses, certains pilotes avaient ce qu'on appelle des visor cam. Ça, Ouais. c'était des caméras dans la visière. C'était incroyable de voir ces prises Le de point de vue, caméras-là ouais. là, cette année, ils vont l'avoir sur tous les pilotes et toutes les courses. Donc, on va pouvoir voir des angles de caméra dans le casque et on va vraiment pouvoir voir l'impact de est-ce qu'on voit bien les miroirs, oui ou non, est-ce que c'est utile, mais je suis pas mal certain que oui. Un fait d'effet d'armes ou un des événements les plus notables et qu'on va se souvenir le plus longtemps de cette saison 2022, ben c'est le terrible accident de Guan Yu Zhou au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Juste au départ, il a un accrochage avec une Mercedes, si je ne me trompe pas. Euh, Ce qui va faire en sorte que la voiture de Zhou va se retrouver complètement à l'envers. Zhou va parcourir quand même une bonne distance sur Ouais. la route en étant à l'envers pour finalement arriver sur les
sur les murets de sécurité, À la faire quelques verticale. tonneaux à la verticale, faire quelques tonneaux, terminer à la verticale dans la clôture de sécurité. Il était tout près des spectateurs. Reste que ça a été un accident spectaculaire et ça aurait pu causer, encore une fois, la mort de Zou s'il n'avait pas eu cet halo de sécurité-là. Cet arceau-là, il va être plus solide, encore une fois, en 2023. Ce qu'on avait conçu, c'était un halo qui protégeait le pilote si l'impact arrivait de l'avant. Mais là, ce qu'on a vu avec l'accident de Zou, c'est que l'impact Au sol. pouvait arriver au sol et de l'arrière aussi. Il s'est retrouvé, sa monoplace s'est retrouvée à l'envers pratiquement et on va concevoir un arceau de sécurité qui est plus sécuritaire pour le pilote au niveau horizontal lorsque l'impact pourrait arriver d'en avant et d'en arrière aussi. Ce qui est important à noter, c'est que tous ces changements-là, ils sont testés. Hein. Il y a une tonne d'essais, de prototypes qui font en sorte qu'on essaie des choses. Puis, en bout de ligne, c'est pour la sécurité des pilotes aussi. C'est pour avoir un moins gros impact environnemental. C'est pour offrir un meilleur spectacle. Donc, on, pour faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé depuis 2022 dans ces changements-là, c'est franchement pas évident pour une si grosse entité qu'est la Formule 1 de faire autant de changements en prenant en considération ces trois composantes les plus importants, l'environnement, la sécurité, puis le spectacle en tant que tel. Donc, je pense que c'est réussi de la part de la Formule 1 parce que c'était vraiment pas un défi qui était simple. Hein. Oui, on peut que leur lever leur chapeau. Depuis que les nouveaux dirigeants ont pris la tête, ont remplacé Bernie Ecclestone, ils, Ouais, ils sont plus visibles, ils essaient de se moderniser, mais en même temps, ils lésinent pas sur la sécurité, sur les innovations. Ils font vraiment, ils stagnent pas. Il n'y a pas de statu quo. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vraiment très bien ce qu'ils font. Constamment en changement pour peaufiner, comme tu l'as dit, autant le spectacle que la sécurité. Ils vont jamais faire quelque chose, un au dépend de l'autre. Il faut tout le temps que exact. ça aille ensemble. Finalement, en terminant dans ces changements, on a vu dans certains essais de courses sprint qui ont été globalement, on les amène de petit en petit à chaque année. Quels sont les changements à ce niveau-là pour 2023? Là? Mais depuis 2 ans, on avait le droit à 3 courses sprint par année. Quand on parle des courses sprint, c'est des essais du vendredi, une course le samedi, puis la course du samedi va déterminer la course, l'ordre de départ de la course du dimanche. Donc, Ouais. c'est comme des qualifications un peu pimpées. C'est une course de 100 km où les 8 premières places vont être déterminées en fonction pour la grille de départ du lendemain. Là, cette année, on va passer de 3 à 6. Et ça va faire en sorte que, il va en avoir plus parce que les gens ont vraiment aimé ça. Le feedback que la F1 a eu, c'est que les gens ont aimé Ouais, ces courses l'achalandage sprint-là était parce que là. Hein. c'était exactement, ça rendait ça rendait la journée du vendredi et du samedi aussi intéressante que celle du dimanche parce que ça avait un réel impact, pas juste quelques tours de qualif puis c'était terminé, ça avait un réel impact. Puis durant ces courses-là, ils vont tester aussi l'utilisation du DRS, ce qui est Ouais. en fait un système de réduction de traînée. Bien souvent, on les voit durant les courses, c'est des panneaux qui s'ouvrent sur Qui les s'ouvre. Ouais. ailerons pour permettre à l'air de s'écouler encore plus vite et ça fait un gain en vitesse vraiment notable. Et là, cette année, ils vont le tester sur ces courses sprint-là, de permettre le DRS plus tôt. Donc, de donner l'avantage aux pilotes plus tôt durant la course. Donc, si c'est concluant, je suis pas mal certain qu'ils vont l'appliquer même aux courses, si ces courses-là donnent le résultat escompté. Et justement, on en parlera tout à l'heure dans un des circuits qui va adopter une zone de DRS différente des autres, mais c'est vraiment ce qui rajoute de la vitesse euh, au spectacle et c'est ce que les gens Mhm. aiment. On va conclure cet épisode de couverture de saison 2023 avec quelques grands prix à surveiller. Hein. Ça, c'est une première, un premier segment pour nous. C'est intéressant de s'attarder sur certains des grands prix qui sont les plus
populaires on va le voir, là, certains Grands Prix qui sont très, très prisés pour différentes raisons. Donc, parmi les 23 Grands Prix, évidemment, on a le Grand Prix de Montréal qu'on connaît beaucoup. C'est un événement Incontournable. qui est incontournable. Comme mentionné en début d'émission, ça se tiendra le 18 juin, c'est une fin de semaine où il y a énormément d'achalandage à Montréal. Hein, c'est sur l'île Notre-Dame. On a un point de vue extraordinaire de la ville, du fleuve Saint-Laurent. C'est un événement qui est vraiment enchanteur. Donc, on connaît bien. On va y aller de 5 grands prix qui, selon nous, sont à surveiller, qui, si on devait regarder seulement 5 grands prix dans une saison, ben, ça devrait être ceux-là. Commençons avec le Grand Prix de Melbourne qui se tiendra le 2 avril. Ce sera le troisième Grand Prix de la saison. Les deux premiers Grands Prix sont dans dans le Moyen-Orient. Et les pilotes aiment beaucoup le Grand Prix de Melbourne parce que pour eux, c'est le vrai premier Grand Prix où ils peuvent se laisser aller, où ils vont probablement sortir la semaine avant. Ils vont avoir du bon temps avec leur entourage. Donc, c'est vraiment Ouais. un Grand Prix qui est apprécié par les pilotes et les partisans, là. Oui, puis là, on l'a mentionné au début, où ils vont tester en fait, ils vont avoir ajouté une nouvelle zone de DRS, donc le système de traînée. Donc, ça va être la quatrième du circuit. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire en sorte que euh, le circuit va avoir des pointes, les pilotes, les autos vont pouvoir rouler jusqu'à 340 km à l'heure en, dans un secteur. Ça va en faire le Grand Prix le plus rapide euh, De l'ensemble du du circuit, ouais. circuit actuel, exactement. Et ça va faire en sorte que s'il y a plus de zones de DRS, il y a plus de dépassement ou plus de Ouais, compétitivité. Donc, le circuit de Melbourne, il rajoute là parce que c'était pour plusieurs pilotes assez facile de dépasser, même sans DRS. ouais. En ajoutant le DRS, ça permet aux pilotes qui peuvent se défendre un peu mieux ou même accélérer le phénomène de, de- de dépassement. Mais ça va être une nouveauté qui va être à ça. Donc, c'est sûr et certain que Grand Prix rapide va donner quelque chose du spectacle. On a bien hâte de voir ça. Et le Grand Prix de Melbourne, ce qui est particulier, c'est qu'il y a souvent une grande disparité entre les écuries, hein. C'est dans les premiers Grands Prix. euh, les écuries qui ont eu le meilleur entre-saison vont souvent dominer le Grand Prix de Melbourne. Il va comme donner le ton au restant de la saison. Certaines écuries vont devoir s'ajuster par après ce Grand Prix-là pour justement, on voit vraiment les équipes qui sont de tête et qui seront probablement les plus dominantes lors de la saison. Le Grand Prix de Melbourne, très semblable au point de vue panoramique à celui de Montréal. On a un beau point de vue sur la Le ville bord de l'eau. australienne. Exactement. Donc, c'est souvent une très, très belle température en Australie. Donc, très agréable à regarder. Le deuxième Grand Prix qui retient notre attention, ben, c'est le Grand Prix de Monaco, qui n'est pas le Grand Prix le plus intéressant à regarder en termes de course. Tiendra le 28 mai cette année. Mais la particularité, c'est que c'est le seul Grand Prix qui est littéralement dans le cœur de la ville. Certains Grands Prix qui rentrent dans d'autres villes, le Grand Prix de Bakou, Azerbaïdjan, Oui. entre autres, un petit peu plus à l'extérieur. Monte-Carlo, c'est tout petit. C'est extrêmement prisé aussi par les célébrités. Plusieurs pilotes qui demeurent là aussi. Donc, c'est probablement le Grand Prix le plus glamour, si on veut. Donc, c'est pas simplement au niveau de la course, c'est de tout ce qui vient autour du Grand Prix. Mais en termes de qualité du spectacle, qu'est-ce qui, selon toi, est particulier du Grand Prix de Monaco, là? Mais c'est comme tu l'as mentionné, c'est presque le Grand Prix qui est plus intéressant de regarder ce qui se passe autour de la piste que sur la piste. Par contre, au niveau des pilotes, c'est le Grand Prix que les pilotes veulent gagner. Pour eux, Ouais. gagner à Monaco, c'est prestigieux, c'est une coche au-dessus de bien d'autres. Mais On les voit sauter dans la piscine après avec leur exactement, écurie, là. Monaco est au calendrier pour la tradition, pas nécessairement Ouais. pour le spectacle, parce qu'on on le sait tous,
Monaco, c'est pas bien souvent, c'est pas le Grand Prix le plus C'est intéressant. c'est très étroit, Très très étroit, peu de dépassements. comme un ancien pilote a dit, Nelson Piquet, il a déjà dit que conduire à Monaco, c'est comme faire de la bicyclette dans une chambre. Donc, c'est manœuvrer dans des espaces qui n'ont pas beaucoup de place, puis tout ça. Donc, oui, c'est un Grand Prix qui est exigeant au niveau, il faut tout le temps rester concentré parce que souvent, il Ouais, frôle les murs. ouais, un Donc, pour les pilotes, pour eux, ils aiment ça. Pour les téléspectateurs, c'est un peu moins petit peu intéressant, moins. mais ça vaut quand même la peine de Ouais, de s'attarder regarder. à ce Grand Prix-là parce que c'est mythique. Ça se joue souvent aux qualifications. Très souvent, le pilote qui va gagner la qualification va gagner la course. Troisième Grand Prix qui retient notre attention, c'est le Grand Prix de Belgique qui se tient à Spa-Francorchamps, qui est un circuit mythique. Là, ça se tiendra le 30 juillet prochain. Et contrairement au Grand Prix de Melbourne et du Canada, ben, on a vraiment l'impression que ça se tient en plein milieu d'une forêt. Là. Donc, c'est énormément euh, c'est énormément de dénivelé, beaucoup de montées et de descentes abruptes. C'est franchement spectaculaire, le circuit de Spa. Hein. Oui, tout à fait. Comme tu l'as mentionné, il y a une côte qui s'appelle Eau Rouge, qui est en fait Ouais, 40 mètres de dénivelé. c'est quelque chose, là. Si on compare la montagne de ski Saint-Sauveur, c'est 213. Mais ça, c'est une piste de F1 qui a 40 mètres de dénivelé. Donc, quand on le voit vraiment au niveau des pilotes, on voit à quel point c'est abrupt, mais comme tu l'as mentionné, c'est pittoresque. Les pilotes adorent ça parce que c'est un circuit qui est, qui est vraiment f- plaisant à conduire avec des Propre au courbes, mais des. dépassement Ouais, aussi. Hein. exactement. Les pilotes, c'est un de leurs circuits préférés justement parce que c'est le fun de conduire là-bas. Et ça donne vraiment un point de vue spécial de se dire il y a littéralement un circuit de Formule 1 qui est au beau milieu En d'arbres et de montagne. végétation en montagne. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Donc, ce Grand Prix se tiendra le 30 juillet. Quatrième Grand Prix qui retient attention, c'est celui de Monza en Italie. Il se tiendra le 3 septembre. Mais ça, Monza, c'est un circuit mythique. Hein. Il fait partie du calendrier de la Formule 1 depuis 1950. Donc, évidemment, on parle d'un Grand Prix en Italie, mais veut pas, c'est le cœur, c'est le home de l'écurie Ferrari. Donc, Mhm. énormément de partisans de Ferrari. Donc, pour un pilote de Ferrari, gagner à Monza, c'est la consécration. Là. Championnat des pilotes en premier, gagner à Monza vient tout de suite après. Là. Ouais, exactement. Monza, c'est le circuit de vitesse. C'est à ce circuit-là qu'on a enregistré la vitesse de pointe la plus élevée de toute l'histoire de la Formule 1 Ouais, avec très 372,6 rapide. km/h. Mais c'est comme on dit, avec Spa, Monza, c'est la mecque de la Formule 1 qui est là depuis le début. Et les pilotes adorent aller là parce qu'ils peuvent aller vite. C'est un circuit qui n'a pas trop de tournants, mais qui doit être assez plaisant, là. À chaque fois que je regarde le circuit de Monza, là, je suis comme, ah, faudrait que j'aille conduire là-dessus un moment donné. De longues lignes droites, des tournants rapides, c'est vraiment l'essence même d'un circuit de Formule 1. Et pour terminer justement sur les pilotes Ferrari, on sait que les partisans de l'écurie sont très demandants envers les pilotes et leur écurie. Et lorsqu'on amène un nouveau pilote comme Charles Leclerc, par exemple, lorsqu'il a gagné à Monza et qu'il a fait son discours en italien, mais ça ne prenait pas plus pour vraiment être adopté par les partisans de Ferrari. Donc, ça a été très réussi de ce côté-là. Là. Le dernier Ouais. Grand Prix qui retient notre attention, ben, c'est le dernier du calendrier régulier, celui d'Abu Dhabi, là, le circuit de Yas Marina, qui est le 26 novembre. Donc, ça va terminer cette saison-là. Et ce qui est particulier avec le circuit de Yas Marina, c'est que c'est le seul Grand Prix qui débute en plein jour, donc avec la clarté du Du soleil. soleil. On voit le coucher du soleil. Ça se termine dans le noir pour consacrer un pilote et terminer avec
des feux d'artifice, donc c'est spectaculaire, là. Puis on le sait, le Moyen-Orient, que ce soit l'Arabie Saoudite ou Abu Dhabi qui est aux Émirats Arabes Unis, ils font les choses en grand, mais Ouais, c'est souvent magnifique. Le circuit avec l'espèce de baleine, puis ouais. il y a vraiment c'est magnifique à regarder. Puis comme tu le dis, ça commence le jour, finit la nuit, donc ça passe par le spectre d'éclairage, mais c'est fantastique. Puis même, moi, quelque chose que j'adore, c'est que la sortie des puits, il y a un Dans un tunnel qui te fait tunnel, passer ouais. en dessous ici. Moi, je trouve ça tout le temps spécial de voir la configuration de ce circuit-là. Mais c'est un circuit récent, mais qui montre que on est encore capable de faire des circuits qui sont intéressants, même Ouais. les nouveaux, la nouvelle configuration, la nouvelle architecture des Grands Prix, là. C'est une des rares courses qui se fait dans le sens anti-horaire, donc c'est particulier à regarder. Et c'était quand même au niveau stratégique, on se dit, ben, c'est pas seulement un Grand Prix qui est beau visuellement, il y a beaucoup de stratégie parce que lorsqu'on parle d'un changement de température durant la journée, hein, avec le soleil, Oui. fait très chaud dans ces pays-là, lorsque la nuit tombe, beaucoup plus frais, énormément de changements de température sur la course, donc ça baisse drastiquement. On doit y aller de changement de pneus. Donc la stratégie est très, très importante dans ce Grand Mhm. Prix-là. On doit avoir plus justement de pneumatiques qui sont prêts, là. Ouais, mais c'est dommage qu'ils le mettent à la fin parce que c'est beau, mais c'est dommage qu'ils le mettent à la fin parce que bien souvent, dans la Les jeux plupart sont des faits, ouais, cas, les jeux sont faits, donc il y a moins d'enjeux, il y a moins effectivement. d'intérêt. Et il devrait, tu sais, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant de le mettre un peu ailleurs dans le calendrier pour qu'on puisse vraiment en profiter de cette, de ce circuit-là, de cette ambiance-là, euh, dans un cadre un peu plus compétitif. Mais effectivement, c'est agréable de finir la saison avec un des plus beaux Grands Prix au niveau visuel, là. Ouais. Puis ça permet de bien boucler la boucle après toutes ces. Surtout là, avec un autre 23 Grands Prix. Ouais. Il parle même d'un Grosse 24e saison. éventuellement. Donc oui, ça va être très éreintant pour les écuries et les pilotes. Alors, voilà 5 grands prix qui, selon nous, vaudraient vraiment la peine d'être Incontournable. regardés cette saison. En terminant, Guillaume, par rapport aux essais libres, on le sait que parfois, c'est pas représentatif ce qu'on voit avant la première course. Quelques petites prédictions ou prévisions de ce qu'on va voir, pas nécessairement plus tard dans la saison, mais qu'est-ce qu'on va voir en début de saison? Qui seront les écuries de tête, encore une fois, là? J'ai l'impression que comme on continue, il va y avoir Red Bull cette année, à moins d'un changement majeur, vont être encore l'équipe à battre. Ouais, J'ai l'impression que cette année, par contre, les Mercedes vont se battre avec les Ferrari au même niveau. ouais, Un peu comme on a vu à la fin de l'année passée. Au début, il n'était pas dans le coup. À la fin, c'était des podiums réguliers, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Malheureusement, je ne vois pas encore d'équipe en dehors du top 3 les chauffer. les percées, Ça ouais. va prendre, comme un peu l'année passée avec un podium de Lando Norris, ça va prendre des abandons et des choses spéciales pour qu'une autre équipe ou un autre pilote en dehors de ces trois écuries-là soit sur le podium. Mais j'espère que les équipes, comme on a parlé, que Alpine, que, que McLaren, AlphaTauri, que McLaren, que Aston Martin, même à la ouais, limite, puissent compétitionner et soient pas déjà des, des fétiches ou déjà perdants ouais, dès les absolument. deux, trois premiers Grands Prix. Il faut qu'ils continuent de se battre, puis il faut qu'ils montrent, qu'ils soient capables de montrer des belles choses. C'était le but justement de la Formule 1 avec les changements, d'avoir plus de parité. Ça n'a pas été le cas du tout lors de la première saison. On espère que les écuries se seront adaptées et vont réussir à chauffer Red Bull. Qui, comme tu as dit, reste l'équipe à battre. Très possible que Max Verstappen aille chercher son 3e championnat des pilotes de suite. Red Bull est extrêmement fiable depuis ces changements de règlement, mais on espère vraiment que le classement des pilotes et des constructeurs va être beaucoup plus serré parce que l'année passée, bien souvent, ça a été un petit peu moins intéressant de suivre la saison à cause que justement Ouais, l'écart était trop grand. ouais. On va vous souhaiter une excellente saison 2023.
ça commence dès cette fin de semaine, dès vendredi avec les essais libres, samedi les qualifications à Bahreïn. Donc, on se souhaite une très, très belle saison On 2023. peut, on peut aussi conseiller d'aller voir la série Drive to Survive sur Ouais, Netflix. Si je ne me trompe pas, il y a une nouvelle saison qui est sortie juste ouais, à l'aube de la exactement. nouvelle saison de F1. Allez Et voir ça. Souvent, les gens qui n'aiment pas la Formule 1 vont commencer à l'aimer grâce à cette série-là. Et petite parenthèse, justement, Netflix met vraiment l'emphase sur l'aspect sportif. On a fait une série Breakpoint sur le tennis. On a fait une série aussi sur le golf. Toutefois, la série Drive to Survive reste leur bébé et c'est vraiment la série qui est la mieux réussie selon de nombreux observateurs. Je n'ai pas regardé encore la saison de la série sur le golf. Toutefois, j'ai regardé les deux autres et encore une fois, Drive to Survive est excellent. Même si on préférait regarder la série lorsque les Mercedes dominaient. Donc, du point de vue partisan, un petit peu moins agréable de regarder les Red Bull gagner, mais le point de vue est extraordinaire. Donc, ça Mhm. pourrait être effectivement euh, une Introduction. excellente introduction, une excellente amuse-gueule avant de se lancer dans le plat principal qui est la saison de Formule 1. Ouais. Alors, merci beaucoup, Guillaume, pour toutes tes excellentes analyses. Ça a été vraiment un tour d'horizon extrêmement intéressant. On y est allé vraiment de certains points de vue qui vraiment font en sorte que ça va attiser, je pense, l'intérêt des gens pour la Formule 1. Et on s'entend que suivre une saison de 20, c'est très difficile d'être disponible pour 23 Grands Prix durant une saison, mais si on est capable d'en cibler 5 ou 6, comme on a fait en fin d'épisode, ça va Ça va valoir la de la peine. télé de bonne qualité. Alors, merci beaucoup, Guillaume, pour ta belle participation encore une fois pour cet épisode sur la Formule 1. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Je vous souhaite une excellente saison 2023 de F1 et à une prochaine épisode du Temps d'arrêt. Merci, bye.